Bonjour, je suis présentement devant l'école Amish de Mastoyache et je m'en vais bien sûr vous expliquer pourquoi. Tout le monde sait que les pensionnats et écoles résidentielles autochtones vont avoir été le théâtre de je ne sais combien de sévices, notamment sexuels en droit des enfants, bien sûr. Ce qu'on sait pas mal moins, et moi, que j'étais le premier à ignorer d'ailleurs jusqu'à hier, c'est que ce genre de drame va avoir au moins tout aussi typiquement survenu dans ce genre d'école tout à fait régulière et, appartenant donc à notre cher gouvernement et québécois et à son système d'éducation publique. Vous avez bien entendu, tout le monde qui me suit savent que je fais partie de ceux qui dénoncent haut et fort le système de la DPJ. Alors mon intention en faisant ce petit reportage, on va dire, c'était de faire le lien, le parallèle entre justement les écoles résidentielles autochtones et la DPJ, puisque je fais aussi notamment partie de ceux qui observent de plus en plus les similitudes qu'on peut faire entre ces deux cas-là, ainsi que les orphelins de Duplessis ou les scandales de pédophilie de l'Église catholique en tant que telle. Comme vous allez voir dans ce que je vais dire, de toute façon, c'est très relié, du moins pour ce qui est de tous les autres éléments que la DPJ. Là. Salut Alex. OK. Alors, premièrement, je vais m'installer un petit peu mieux. Et les choses que je vais vous dire aujourd'hui proviennent de 3 sources. Toutes des vrais autochtones, comme eux-mêmes sont les premiers à vouloir le mentionner. Là, et puis, c'est des 3 personnes qui se connaissent bien, que je nommerai pas. Pour moi, c'est des amis. Et juste pour être sûr qu'on essaye le moins possible de les identifier, je ne vais pas dire lequel est lequel dans ces 3 sources-là, etc. Mais je peux vous dire quelque chose. Pour vous dire comment c'est troublant, ces histoires-là. Là. Quand je suis arrivé pour parler de ça, pour aller chercher un témoignage auprès d'une de ces fameuses sources, on va l'appeler Michel, OK? Puis je demandais à Michel, écoute, je sais que tu as vécu des choses pas catholiques, c'est le cas de le dire, à cette école-là, carrément. Mais moi, je veux pas parler de ça, je veux parler plus globalement comment c'était. J'ai pas été capable, puis il a pas été capable. Puis ça me pogne tout de suite à la gorge parce que c'est un ami pour moi. Puis il me disait, moi, il m'a dit, c'est pas compliqué. J'aime mieux me saouler à la face quand ça me reprend de penser à ces choses-là pour justement essayer de réussir à l'oublier, tu sais. Fait que moi, puis j'avais beau essayer de dire, ouais, mais mettons tel élément plus factuel, tout ce concret de base. Puis lui-même, il n'était pas sous alcool, rien, mais dans son témoignage, revenait naturellement sur le pire, l'élément central, l'histoire d'horreur vraiment qui lui est arrivée, qui est une histoire de pédophilie. Là. Écoutez, il me contait ça. Moi, je voulais justement pas en arriver à ça, mais spontanément, dans le temps de le dire, on était rendu là. Il me contait ça, je vous dis, j'avais les cheveux qui me dressaient sur la tête. À tout fait pratique, là, c'est vraiment, là, je pense que c'est encore traumatisé. De faire ça à des enfants, tu te dis, Chris. Puis, je pense que s'il y a une affaire à retenir, c'est ça, c'est que, tu sais, ça, c'est juste un mot, hein, une agression sexuelle, un personnage a eu des agressions, il y a des agressions aussi, il y a des agressions continuellement dans le système de la DPJ, les centres de jeunesse, les familles d'accueil, tout ça. Mais pour la personne qui le vit, il suffit d'une affaire comme ça, d'une agression comme ça pour scraper ta vie, pour scraper toute ton émotionnalité, ton self-respect, comme on dit en anglais. Puis fait que c'est vraiment des drames humains, écoute, incommensurables, tu sais. Bon. Fait qu'évidemment, je vais pas compter ça c'est pas utile, mais ce que je suis content, c'est que j'ai pu aller glaner d'autres informations quand même plus factuelles de base, même si lui-même me disait je suis pas à l'aise d'en parler, dans le sens
faire un vrai témoignage, un vrai interview. Mais tu sais, au moins, j'ai eu quelques bribes. Sauf que, si en écoutant ce live-là, il y a d'autres autochtones qui aimeraient pouvoir faire ce genre d'entrevue-là, qui seraient prêts à faire ce témoignage-là, vous avez juste à me contacter. Parce que, tu sais, comme le dit si bien Michel, lui, c'est comme le défi de sa vie de réussir à faire, comme de bien d'autres autochtones qui vont se faire ces choses-là, de réussir à peut-être essayer de faire la paix avec ça. Mais pour pouvoir en parler, il faut avoir réussi à faire ça pour réussir à réellement pouvoir en parler. Fait que c'est comme un peu là, on s'en sort pas. T'sais. Fait que, si je prends mes petites notes que j'ai prises, je vais commencer par vous donner juste quelques exemples de violence de base, ok, qui serait impensable aujourd'hui, mais qui était juste la norme à l'époque, ok, dans ce genre d'école-là. Tu fais un sourire de travers, comme il dit, t'as reçu une claque. C'était les sœurs, ok, c'est les sœurs évidemment de l'Église catholique, là, tu sais, là. Les nonnes, finalement, qui faisaient l'éducation. Fait que, ça peut avoir l'air fou. C'est tout, là que tu vois le principe de dresser un peu là, les enfants sauvages. Donc, de leur apprendre les bonnes manières. Fait que là, il fallait qu'ils fassent des beaux sourires. Puis là, c'était le fake, finalement, là, question de montrer sa politesse et son obéissance. Puis si sourire n'était pas assez bon, il pouvait carrément recevoir une claque. Vous allez voir, la notion de recevoir une claque revient au moins à 3 reprises dans tout ça. Vous allez me dire que ça se répète, ça devient quasiment redondant. Justement, imagine, tu vois que c'était vraiment la façon de faire, puis que c'était même ça marchait. Au claque carrément, tu sais. Pas dans une famille là, style Élisoté, là, c'était le système public, là. Pareil, là. Et puis, fait que, puis tu sais, quelqu'un pourrait dire, ouais, mais c'est ça, c'est le témoignage de la personne, ça vaut ce que ça vaut. OK, oui, peut-être qu'on peut toujours peut-être avoir de l'amplification de l'exagération avec le temps, mais ce qui est sûr, c'est que ça vient justement d'une personne qui l'a vécu. C'est pas juste, il y aura pas d'atténuation, puis il y aura pas, on peut pas dire que j'invente des affaires non plus, là. Moi. Encore une fois, une autre affaire où est-ce que tu peux recevoir une claque directe, c'est si tu osais parler le Nilwun, donc la langue originelle, la langue autochtone de ces enfants-là. Évidemment, on sait, ça c'est quand ils parlent de, j'aime pas l'expression génocide culturel, mais on peut parler encore, mais c'est carrément ça, pareil, c'était carrément une tentative d'ethnocide, ok, que ces écoles-là. Donc, comment veux-tu détruire un peuple si tu détruis pas sa culture? Comment détruire sa culture si tu détruis pas sa langue? Fait que c'est vraiment une interdiction chronique, totale, fondamentale de parler la langue autochtone. Particulièrement, cette politique-là, on s'entend, devait être la même dans toutes ces écoles-là. Là. Puis comme je vous dis, on a tendance dans notre tête tu sais, par dissonance cognitive notamment, à faire une sorte de case à part pour dire oui, c'est ça, les écoles résidentielles autochtones, c'était quelque part dans un coin de notre cerveau, puis ça devait être dans un coin du Québec. C'était en fait dans toutes les écoles, d'après ce que j'en comprends, qui pouvait y avoir des réserves. Okay? Et puis à différents degrés puis sans doute d'un endroit à l'autre, là, mais tu sais, hein, pareil. Je vais venir aussi pour tantôt là-dessus, là, sur l'école des réserves versus ce pensionnat, là, mais continuons avec les témoignages, cher Michel, on va dire. Fait que, ce qui est le pire, c'est que dans son cas à lui, comme il disait, c'est avant ça, avant d'aller à l'école, c'était le contraire. C'était de sa mère qui pouvait recevoir une claque s'il parlait l'autochtone. Ouais. Ben non, c'était carrément ça. En fait, c'est même pas le contraire, c'est la même chose. Parce qu'il pouvait, par exemple, l'appeler Neka. Neka, oui, ce qui veut dire mère, puis il recevait une claque. Donc, ouais, fait que c'est ça. Fait que donc, autrement dit, ça veut dire que même à la maison, ça veut pas dire que c'était partout, mais c'était internalisé, c'était donc reproduit là, par les Autochtones eux-mêmes, tu sais, qui plusieurs en tout cas, donc qui contribuaient ainsi à effacer, à saboter leur propre culture. Tu sais, mais c'était une époque, évidemment, hein, je pense qu'aujourd'hui, ça serait complètement différent, mais la pression de conformisme et d'assimilation, finalement, provenait autant de l'intérieur que de l'extérieur. Tu sais. Pas drôle, hein?
Fait que, puis comme il me l'a expliqué moi lui-même, Michel, c'est qu'il dit, à force de recevoir des claques, c'est tellement triste. Et quand tu parles ta langue ou tu parles une langue, il y a un blocage qui finit par se faire. Vous allez me dire, c'est évident, c'est normal, ouais. Mais c'est troublant, c'est vraiment dur d'entendre ça. Quelqu'un, tu dis, il décrit ses propres mots, il décrit pour l'avoir vécu. Tu te dis, mais ça peux-tu faire ça du monde? Faut-tu être cruel, sans cœur, inhumain? Je sais pas trop quoi, là. Puis on s'entend, hein? Je veux dire, la destruction culturelle, c'est ça qui se passe en Israël en ce moment vis-à-vis des Palestiniens. Salut Cassandra. C'est ça qui se passe au Tibet de la part des Chinois. Ok, on peut dire que c'est même ça qui se passe au Québec à un niveau plus subtil par rapport au peuple canadien-français, mais ça, c'est une autre affaire. Il m'explique encore maintenant, il est capable de chanter en Nilwun, donc en langue autochtone, mais il la comprend plus, la langue. Il est capable de sortir des mots, comme exemple, je disais, ouais, mais Amish, ça veut dire castor. Les mots individuels. Tu comprends, il a déjà parlé la langue, il est capable de la chanter, mais il est plus capable de la comprendre. Tu sais, ça a vraiment été brisé, ça a été coupé dans son cerveau, finalement. Puis évidemment, la langue, c'est la base. Donc, faut pas se surprendre, comme je disais, que la culture soit effacée, soit... Hein, la cancel culture a commencé déjà à cette époque-là, dans ces contextes-là, du moment que tu n'as plus son socle, son réceptacle, son contenant, finalement, qui est la langue. Lui, ce qu'il me disait, c'est que les plus beaux souvenirs qu'il avait, c'est quand il avait 5-6 ans, exemple, puis qu'il allait avec son père dans le bois, je vais revenir d'ailleurs tantôt, qui montrait la chasse, la pêche, la trappe. Puis que ça, dans le fond, c'était évidemment du vrai bon genre d'éducation, et donc, notamment du genre d'éducation que ça prendrait à travers toutes les écoles du Québec. Tu sais, justement, je n'en ai parlé souvent dans mes lives précédents, qu'on a une sorte de culture de moumounisation des jeunes, pour ainsi dire, puis aussi d'intellectualisation à pu finir. Je suis pas vraiment pas le seul à dire qu'il faudrait plus de plein air, plus de physique. On va dire Pierre Lavoie, tant qu'à ça, était le premier à le dire. Mais tu sais, genre le package deal que les Autochtones y avaient, c'est bien plus nous eux qui devraient nous brainwasher dans ce sens-là, puis nous recéter, puis nous reformater. Ou en tout cas, nous qui devraient apprendre d'eux autres, puis apprendre de leur propre façon d'enseigner, et donc d'apprendre aux jeunes, plutôt que l'inverse. Fait que, OK. Je vais vous donner le cas maintenant d'une autre personne autochtone qui va nous aider à comprendre la paterne des pensionnats versus pas pensionnats. Tu sais. Exemple, cette autre personne-là, elle demeurait dans une des maisons qui était les plus éloignées ici. Ben, une des maisons, au début, c'est pratiquement des tentes, là. Comme on va le revoir. Mais donc, sa famille, son clan, tu sais, était un de ceux qui était le plus éloigné, le plus retiré. Fait que eux autres, ils vivaient réellement en mode pensionnat, en allant à cette école-là. Il devait y avoir une sorte de petit pensionnat dans cette école-là, je n'ai pas trop compris. Alors que les autres, ceux qui restaient proches, ben, ils allaient comme monsieur, madame, tout le monde, finalement, tu sais, à pied ou tu sais, comme dans l'ancien temps, là. Fait que c'est ça. Fait que donc, c'est pas tout le monde qui vit en pensionnat, mais il y en a qui pouvaient vivre en pensionnat au même endroit, puis à la même époque, finalement, dans le même contexte que d'autres qui, parallèlement à ça, eux autres, ils retournaient chez eux le soir, comme tout le monde, ben normal, tu sais. Mais cette personne-là, qui va l'avoir vécu, ça, d'avoir ainsi été coupée, déracinée de sa famille, hein, d'être arrachée à celle-ci, elle disait, ça, c'est la plus grande violence de base, tu sais. Il faut parler des Autochtones à quelque part pour le catcher, ça. Tu sais, ça. Encore là, c'est abstrait, on l'a pas vécu, mais pense-y comme faut, c'est ça. C'est sûr que l'aspect de violence sexuelle, c'est les plus intenses, puis les plus tragiques, puis les plus destructeurs. Mais ces autres violences-là, la violence linguistique, la violence
physique, la violence culturelle, puis la violence aussi d'être carrément juste coupé de sa famille. D'ailleurs, c'est un crime hein, contre l'humanité. C'est un crime, c'était écrit dans la Convention des droits de l'enfant. C'est pas pour dire que là, il faut enlever toute notion de pensionnat, là, mais dans la vie, là, mais tu comprends, c'était quand même des bonnes. On comprend pourquoi ils faisaient ça comme ça, mais à partir de là, c'est là que je peux faire et que je vais faire le lien avec la DPJ, tu sais. Déjà, vous voyez le principe, là. C'est quand t'enraches un enfant à sa famille, c'est la même violence aujourd'hui que c'était à ce niveau-là, puis à cet effet-là, que c'était dans le temps, puis dans ce contexte-là. On s'entend? Le canevas de base est le même. On coupe un enfant, on enlève un enfant à ses parents. Sauf qu'aujourd'hui, c'est widespread, c'est à travers les Québec, je veux dire, c'est à grande échelle, c'est pas juste dans un contexte spécifique ancien et autochtone. Capoté. Donc, mais c'est ça. Fait que, puis évidemment, tu coupes un enfant de ses parents, encore là, comme dans le contexte des Autochtones. Tu le coupes de ses racines, tu le coupes de sa culture, tu le coupes du genre d'éducation qu'il aurait pu avoir, tu comprends? Fait que, pas besoin d'argumenter là-dessus pendant une demi-heure, là. OK. Fait que, là, je vais vous parler d'une petite chose intéressante parce que dans le fond, deux des sources sur trois que je vous mentionnais, appartiennent à la même famille, ok? Ils sont en fait frères et sœurs. Sûrement qu'il y en a qui vont les reconnaître, là, mais c'est pas ça le but des nommés. Puis eux autres, ça donne que il se trouve qu'ils vont avoir été dans la dernière famille ici à Mastoyage à avoir sorti du bois, comme ils disent, ok? Puis en suivant un peu cette famille-là, ça va nous permettre aussi de comprendre mieux comment ça se passait par rapport à tout ça, là, tu sais. Hey, salut Denis. Donc, pour commencer, juste pour finir, parce que là, vu que je change de source, au moins régler une dernière chose par rapport aux écoles, puis tout, là, c'est qu'un des autres gros problèmes que tu avais, c'est... mais ça, je veux dire, parce que tu avais les écoles primaires et tu avais les écoles secondaires. Hein. De ce que j'en comprends, ce que je vais dire, c'est que concerne plus les écoles secondaires, où est-ce que souvent il était intégré avec les Blancs, on va dire, où c'était plus là à l'extérieur de la réserve. Mais là, c'était le racisme, puis l'exclusion sociale, puis la marginalisation quand tu arrives d'une réserve, qui était le gros problème. Ça fait que ça me pensait au plateau à Saint-Jean, il y avait eu un peu le même problème les années 70-80, les enfants des plateaux arrivaient à l'école secondaire, puis se faisaient traiter de hippies, puis de barbus, puis de poilus, tu comprends, il y avait une grosse exclusion, même une ségrégation. Fait que c'est un phénomène, on va dire quasiment habituel dans ces contextes-là. Fait que ça, c'est pas hier, évidemment. Puis mais ça, c'est au secondaire. Alors que on s'entend qu'au primaire, comme on a vu, ben là, c'est carrément la pédophilie qui pouvait s'appliquer. Fait que c'était juste encore 10 fois pire parce que, évidemment, plus un enfant est jeune, plus il est vulnérable. Fait que, heure caca. OK, donc, là, comme je dis, maintenant que j'ai pu reconfigurer un peu l'historique de la famille en question, j'ai expliqué un peu comment que ça a fonctionné pour eux autres. Fait que là, le fameux Michel dont je vous parlais tantôt, à partir de la maternelle jusqu'à la 4e année, il est vraiment allé à cette école-là. Donc, la fameuse école à Mishk. Où est-ce que ça, dans le fond, pas très bien été pour lui, pour le moins qu'on puisse dire, comme on l'a vu tantôt. Fait que, rendu en 5-6e année, il a demandé à pouvoir revenir à la maison. Puis ça c'est cool parce que tu vois qu'à l'époque même, et fait notamment dans le contexte autochtone, tu avais vraiment cette possibilité-là de faire, on va dire, l'école à la maison. C'était vraiment les deux modèles, les deux possibilités qui existaient. T'sais. Ou tu vas dans le système public, ou tu vas dans ton système privé, mais tu sais, genre homemade, on va dire. Et puis, fait qu'on peut dire que c'était quelque chose de très avant-gardiste ou visionnaire par la bande, par la force des choses.
Mais c'était juste naturel puis évident. Fait que, puis d'ailleurs, évidemment, ceux qui étaient plus en mode école maison, on s'entend-tu, qui étaient de par la famille, d'autant plus à l'abri, non seulement des problèmes de pédophilie, mais de tous les autres styles de sévices. On s'entend que les nonnes, quand ils allaient enseigner dans les familles, ils devaient se garder un petit peu plus une petite gêne et un peu plus du monde. Parce que, ouais, c'est ça, dans le fond, je vais justement vous expliquer ça. On s'entend. Là, l'été, quand tu étais en mode école à la maison, pour le dire ainsi, l'été, ben là, il se passait, c'était l'été, hein? Sauf que durant la période hivernale, ben là, les pères surtout, ils partaient faire de la trappe, ok, dans le bois. Ce qui était une des raisons premières pour lesquelles aussi ça faisait bien d'envoyer les enfants à l'école. Fait que le petit Michel, je vous expliquais, c'est beaucoup la raison première pour laquelle il l'avait envoyé à l'école la première année à quatrième. Mais là, comme je dis, il est revenu, sauf que quand il revenait, puis ben, en fait, c'était comme un petit système d'école-maison qui se faisait, où est-ce que là, les sœurs, les profs, tout ça, ils venaient aux 2 semaines. Puis, dans une espèce de campement communautaire qui consistait avec d'une tente pour l'école en tant que telle, une autre tente en guise d'école, finalement, pour les professeurs, puis une tente dinette, salle à manger, tu sais. Ça va être, tu vois, déjà, ça a l'air pas mal plus trippant puis sympathique comme place. Sauf que ça, c'était juste aux 2 semaines. Donc, qu'est-ce qui se passait entre-temps? C'est que, exemple, là, la sœur de ce fameux Michel-là, c'est elle qui faisait ce qu'on pourrait ainsi dire la teaching assistant, comme on dit à McGill. Là. Je ne vais pas trouver de meilleure expression, mais tu sais, qui faisait faire les devoirs, puis qui assistait, faisait un peu de l'aide aux devoirs, puis qui auprès de ses frères et sœurs. Pourquoi ses frères et sœurs? Parce que au début, c'était la mère qui faisait ça, dans le cas de cette famille précise-là, mais pour une sorte de problèmes personnels, en tout cas, puis d'histoires que je connais pas toutes, puis que ça sort du sujet, mais que finalement, elle est partie avec un autre homme, puis whatever. Fait que c'est ça. Il y avait la mobilité, hein, ça existait déjà, surtout dans tes contextes-là. Donc, fait que c'est ça. Fait que là, mon cher Michel, il va avoir fait l'école à la maison dans ce mode-là pendant peut-être 2 ans. Puis, comme il dit, je sais pas pourquoi, peut-être bien parce qu'on était mal commodes, là, des gars, là, lui puis son frère, je pense. Puis là, les professeurs ont comme dit, ils les ont comme mis dehors. Puis son père, à ce moment-là, il s'est dit, ben regarde, reviens donc avec moi dans le bois, puis tu vas venir avec moi l'hiver, puis tu vas faire des lignes de trappe puis de piège avec moi, tu sais. Donc, cloche sonne. Fait que ça nous donne une idée de comment ça se passait. Puis, tu sais, c'est ça, c'est là que tu vois, au même titre que le mode d'éducation, plus axé sur le plein air, sur la nature, non seulement il était visionnaire, mais qu'on en aurait drôlement besoin aujourd'hui. Mais regarde le style d'installation plus communautaire qu'il y avait, de campement. Encore là, ça serait 10 fois mieux. Comme ça ressemble au Ferris School que tu as au Danemark, puis tout ça, puis ou au genre d'école basée dans tu veux dire, au genre d'école alternative que tu as typiquement dans des éco-communautés, là. Donc, une école qui s'inscrit, qui se rattache dans une petite éco-communauté. C'est génial. Plus, vous comprenez, encore une preuve, puis un exemple comme quoi qu'on devrait se mouler sa culture autochtone, ce qui en reste, mais ce qu'on en sait, puis non seulement s'inspirer dessus, mais se mettre sur ce modèle-là à la base, plus que sur notre espèce de modèle institutionnalisé, public, standardisé, one size fits all, rentrer dans le moule, fondez-vous grand coup de cancel culture plus ou moins subtil, tu sais. Ah oui, autre chose, je veux vous dire qu'il faut que je mentionne. Ça, je n'avais parlé dans un autre live, là, un petit peu où est-ce que
je vous partageais ce que j'avais lu dans un livre sur l'historique de Mastoyache puis de la nation Innu. Mais c'est que, comme on peut le voir, c'était vraiment pas facile pour les profs religieux, en fait, en l'occurrence, d'aller enseigner ces réserves là, en mode professeur ambulant. T'sais. Fait que on peut dire qu'il payait, il faisait des frais à l'époque de ne pas avoir d'outils comme on a aujourd'hui qui permettent, comme on a vu dans la COVID, d'étudier à distance, de façon virtuelle, par Zoom, puis ça, tu sais. Puis ça, je me souviens, comme il dit dans le livre, c'est une des raisons aussi pourquoi il voulait tuer l'Indien dans l'Indien. C'est que c'était plus facile. C'était institutionnellement parlant. Justement, tu garoches tout le monde dans le même building plate et austère, puis froid et gris. Ça, c'est un détail, on s'en fout de toute façon. Alors que, tu sais, regarde, il était dans des petites tentes, on s'entend, c'était bien plus idyllique. Aujourd'hui, on paierait puis on triperait donc pour avoir accès à ça. Fait que c'est ça, mais tu concentres tout le monde à la même place. Le plus d'élèves dans une classe possible, le plus économique, le plus cheap possible. Ouais, c'est ça. Fait que c'est bien beau, mais ça te fait une maudite belle talle pour des abus de toutes sortes. Alors que là, oui, là, c'était plus dur pour les profs. Ils s'en allaient faire en mode missionnaire, là, d'un petit campement à l'autre, là, un peu comme les profs itinérants, même aujourd'hui, qui font plusieurs écoles. Sauf que là, ça devait être énormément plus sain pour les élèves, ne serait-ce que, notamment, parce que là, les profs, ils devaient, comme je disais tantôt, se garder un peu plus une petite gêne quand c'est pour ce qui est des attouchés ou même des tapés, tu sais. Encore là, c'est quand on regarde les choses de façon plus libertarienne, vous voyez tous les avantages de la décentralisation, de l'autonomisation, finalement, de tout, finalement, que ce soit de l'éducation, de la prise en charge de soi-même, à tous les niveaux. Là. Le campement amérindien, c'est l'archétype de ce que devrait être, ironiquement, le monde de demain. Là, une société le plus autogérée, le plus autonome, puis le plus effectué sur une base la plus locale possible, la plus à petite échelle possible. OK. Fait que là, maintenant que j'ai fait ces différents petits laïus-là, c'est quoi les parallèles qu'on peut dresser avec la DPJ? Ben, j'improvise, j'ai même pas pensé à mon live rendu jusque-là. Mais donc, on l'a dit, l'aspect vraiment déraciné, couper l'enfant, il y a comme une aliénation qui se fait entre l'enfant et sa famille, puis que ça va avoir quasiment réussi à détruire la culture autochtone d'ailleurs. Mais c'est ça qui se passe avec chaque enfant qui est retiré de son milieu naturel, justement, encore aujourd'hui au niveau de la DPJ. Ensuite, je vous remettrai le lien en description pour vous faire réaliser à quel point que, même si c'est moins pire, on va dire, dans les centres jeunesse que dans les ou les familles d'accueil que les pensionnats, c'est du même ordre. Les enfants n'ayant, sans dire qu'ils n'ont pas de droits, mais ils ont beaucoup moins de droits. Quand tu tombes en centre jeunesse, c'est comme si tu te fais dire silence, fini de rire, vous êtes dans l'armée maintenant. Bienvenue à bord de la réalité, tu sais. Puis ce qui est ironique, c'est qu'une des choses qui revient souvent dans les témoignages que j'ai entendus, puis que je continue d'entendre, c'est que les jeunes, ils vont dire t'es pas pris au sérieux, n'importe quoi tu te plains, c'est du mémérage, c'est du pleurnichage, tu sais, c'est de la manipulation, c'est vraiment le genre de réponse typiquement qui se font donner. Alors que, comme certains s'en souviendront quand j'en parlais dans mon cas à moi, si t'es pas dans le système des PJ, t'es juste un parent avec ton enfant, puis on s'entend, t'es pas le vrai parent, le vrai père, c'est l'État, puis t'es juste le petit pseudo-parent qui veut jouer à son rôle de parent naturel, ben là, l'enfant devient roi. S'il dit bin, s'il chia, papa m'a fait ci, papa il a fait ça. Ah ben là, cette plainte-là,
cette complainte du phoque Alaska devient une espèce de mélodrame. Oh mon Dieu, c'est l'enfant, mais on va y arracher. Là, on va prendre ça pour prétexte. Ben oui, c'est sûr, la première affaire, du moment que l'enfant dit bin, pour l'arracher à son père ou à sa famille. Mais une fois qu'il est rendu dans le système DPJ, par exemple, là c'est fini, là, la lune de miel, là, puis de voir la vie en rose, puis de vivre dans le monde de licorne. C'est que c'est vraiment comme dans Pinocchio. Ah oui, tu sais, on regarde, il y a la belle île, là, ici, du plaisir, où est-ce que, tu sais, tu peux jouer à faire toutes sortes d'activités, puis de jeux possibles, puis d'amusement, mais que, dans le temps de le dire, next thing you know, c'est que t'es rendu, tu t'es fait métamorphoser en âne, tu sais. Donc, c'est des attrapes-nigauds où est-ce que on fait miroiter à l'enfant qui peut être le king si il s'en remet à l'État, puis qui dénonce le plus possible. Mais s'il y a l'imprudence d'aller un peu trop loin dans ce chemin-là, puis de s'en remettre un peu trop dans l'État, puis exemple à l'État, puis se ramasser dans un centre de jeunesse, dans une famille d'accueil, là, il n'y en aura plus de droit, tu sais. Fait que, écoutez, bon, je pense en avoir dit assez pour aujourd'hui. De toute façon, l'idée, c'était pour vous dire quelque chose, qu'est-ce que je sais, puis qu'est-ce que je comprends. J'aimerais bien avoir vos réactions. Surtout pour ce qui est du parallèle entre le système DPJ, comme je vous disais, puis celui des écoles publiques autochtones. Ah oui, puis surtout ça, je vous l'ai dit. Je sais pas si vous catchez, c'est pas si ressemblance il y a, hein, parce que je pense qu'on s'entend qu'il y en a une puis il y en a plus d'une. C'est loin d'être anodin ou d'être fortuit, parce que c'est le même crise de système public gouvernemental. Boum! Ben oui, parce que quand tu catches que ça, toutes comme on va revenir à ce que je disais au début, que c'est pas juste dans les petites écoles, dans les écoles spécifiquement résidentielles, pensionnats, que les viols, que la violence, que l'ethnocide autochtone y avait lieu. C'est carrément le programme officiel, envers les Autochtones du moins, dans n'importe quelle école publique gouvernementale du Québec, et probablement du Canada au complet. En fait, oui. Fait hein? L'État, hein? Le système public. Mais la DPJ, c'est quoi? Si c'est pas la super nouvelle branche publique, je dirais, gouvernementale, tu sais, là, le super département de la jeunesse, hein, ça le dit, là, c'est comme... Fait que c'est le nouveau bras armé, le nouveau bras destructeur de l'État envers les enfants. C'est juste que, plutôt que ce soit les Autochtones qui soient spécifiquement targetés avec eux et leur culture dans les réserves, on est plus démocratique maintenant. On détruit tout ce qui bouge. C'est toutes les races, toutes les cultures, toutes les couleurs de peau, on va tout mettre ça dans le même panier, puis on va tout scraper ça égal. Alors, merci à la DPJ de nous montrer, c'est ça, les joies du socialisme, les joies de distribuer à tout le monde les bienfaits de l'État. Sur ce, bonne journée et passez-y.